18h30 ce 15 mars 2026 à Paris. C'est dans son bureau de Matignon que Sébastien Lecornu apposa sa signature au bas d'une lettre qui allait bouleverser la politique française. 18h30 ce 15 mars 2026 à Paris. C'est dans son bureau de Matignon que Sébastien Lecornu apposa sa signature au bas d'une lettre qui allait bouleverser la politique française, celle de sa démission du poste de Premier ministre. La nouvelle en moins d'une heure produisit l'effet d'un véritable séisme politique. À Hénin-Beaumont, dans son QG, Marine Le Pen souriait déjà de satisfaction. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce sourire allait exactement 24 heures plus tard se muer en une expression de stupéfaction absolue. Enfin, c'est le mot qui lui échappa au moment où l'information s'afficha sur son téléphone. Elle se trouvait alors en réunion aux côtés de Jordan Bardella et des cadres du Rassemblement national. Et lorsque l'alerte BFM TV retentit dans la salle, Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron, la leader de l'extrême droite française fut incapable de dissimuler sa joie. Aussitôt devant ses collaborateurs, elle lança « C'est le début de la fin pour Macron ». Lecornu était le dernier rempart de ce quinquennat moribond. Sans lui, l'Élysée va sombrer dans le chaos. Sur le fond, le diagnostic était juste. En 18 mois, à Matignon, Lecornu avait accompli ce que beaucoup jugeaient hors de portée, ramener un peu de stabilité dans un pays à cran, redonner du poids à l'autorité gouvernementale et garder Macron à flot, malgré une cote au plus bas. Sa démission brutale ouvrait donc un gouffre au sommet de l'État. Officiellement, les motifs restaient nébuleux. Le communiqué de Matignon parlait de divergences de fond sur l'économie et de désaccords insurmontables sur le cap européen. Mais dans les coulisses du pouvoir, l'hypothèse qui circulait était tout autre et bien plus personnelle. Lecornu n'aurait plus supporté de jouer les fusibles pour un président multipliant les faux pas. Le point de rupture, la dernière décision de Macron sur les retraites. Passant outre l'avis de son Premier ministre, le chef de l'État aurait imposé une réforme brutale, celle qui a relancé les grèves et fracturé le pays. Selon plusieurs observateurs, Lecornu, désavoué publiquement, aurait alors estimé que l'heure du départ avait sonné lassé de servir de caution démocratique à une présidence qui ne l'écoutait plus. À l'Élysée, ce fut comme un coup de tonnerre. En l'espace d'une seule démission, Macron venait de perdre bien plus qu'un Premier ministre, il perdait le plus efficace de ses ministres, et avec lui sa dernière chance d'achever son mandat avec un minimum d'honneur. Désormais seul, il devait affronter une opposition déchaînée et une opinion publique qui ne lui pardonnait plus rien. Dans son bureau, le président était effondré. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» ne cessait-il de répéter à ses conseillers. « Nous formions une équipe, nous avions redressé le pays ensemble. » Mais rien n'y faisait, Lecornu était parti emportant avec lui toute la crédibilité du gouvernement et laissant derrière lui un Macron politiquement à l'agonie. Pour Marine Le Pen, c'était une autoroute qui s'ouvrait soudain vers l'Élysée. Sans perdre une minute, elle convoqua une conférence de presse à 20h. Il fallait frapper tant que le fer était chaud. Rayonnante face aux caméras, elle lança « La démission de M. Lecornu confirme ce que nous répétons depuis des années. Emmanuel Macron est un président faible, incapable de gouverner, incapable même de garder ses équipes. La France mérite mieux que cette instabilité permanente. » Puis, avec la précision d'un chirurgien, elle poursuivit son offensive. Sébastien Lecornu était le dernier à sauver les apparences dans ce gouvernement en pleine déroute. Son départ met à nu le vide total de la politique macronienne. L'heure est venue pour les Français de reprendre leur destin en main. Immédiat, l'effet médiatique ne se fit pas attendre. Sur tous les plateaux télé, on s'arrachait Marine Le Pen pour qu'elle commande cette crise majeure du quinquennat. Savourant chaque minute de cette victoire politique qu'elle attendait depuis des années, elle enchaînait les interviews. Entre deux plateaux, elle glissait à Jordan Bardella « C'est notre moment. Macron est fini et nous allons pouvoir proposer notre alternative à la France. » Dès le lendemain, les sondages lui donnaient raison. Tandis que l'intention de vote pour Emmanuel Macron s'effondrait, celle du Rassemblement national bondissait de 3 points. La démission de Lecornu désormais apparaissait comme le signal d'un naufrage présidentiel. Du côté des réseaux sociaux, les militants RN jubilaient les hashtags Macron fini et Lecornu démission, caracolaient en trending topic.
Avec délectation, Marine Le Pen retweetait chaque commentaire favorable, bâtissant méthodiquement sa campagne sur les décombres du macronisme. Enfin, les Français vont pouvoir choisir entre le chaos macroniste et l'ordre républicain que nous représentons. Tweetait-elle et en quelques minutes, les retweets se comptaient déjà par milliers. Marine Le Pen, elle avait déjà pris une longueur d'avance. Partout, elle donnait le ton et imposait sa lecture des événements et pour la première fois depuis longtemps, elle apparaissait comme la vraie alternative à Macron. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est précisément cette récupération politique qui inquiétait l'opposition de gauche encore indécise sur la marche à suivre. Jean-Luc Mélenchon, lui, se réjouissait de la chute de Lecornu. Mais cette montée de l'extrême droite, il la voyait d'un mauvais œil. « Attention !» prévenait-il ses députés. La démission de Lecornu, c'est aussi une opportunité pour l'extrême droite. Il ne faut pas laisser Le Pen monopoliser cette crise. Force était pourtant de constater qu'elle avait déjà pris cette longueur d'avance. Pendant ce temps, à l'Élysée, c'était la panique totale. Sans Premier ministre, le pouvoir exécutif était paralysé et les conseillers de Macron se succédaient dans le bureau présidentiel pour tenter de limiter les dégâts. « Il faut nommer quelqu'un immédiatement », pressa Alexis Kohler. « Chaque heure qui passe renforce Le Pen. » Désemparé, Macron répondait « Mais qui Lecornu est irremplaçable ? Personne n'a sa stature, son expérience, sa crédibilité. » Et c'était bien là le problème. Pendant 18 mois, Lecornu s'était construit une image d'homme d'État respectable au-dessus des partis. Sa démission laissait désormais un vide que personne ne semblait pouvoir combler immédiatement. Les noms circulaient, bien Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, mais aucun ne faisait l'unanimité, aucun n'avait l'autorité nécessaire pour lui succéder. Macron lui était face à un casse-tête impossible. Avec le sentiment d'avoir remporté une victoire décisive, Marine Le Pen s'endormit le soir de la démission. Depuis 2017, c'était la première fois qu'elle se voyait réellement gagner la prochaine présidentielle. Son principal obstacle, l'homme qui empêchait l'effondrement total du macronisme, c'était Lecornu. Son départ laissait désormais la voie libre. « Demain, c'est notre programme de gouvernement que nous allons annoncer », confiait-elle à son entourage. « Nous devons montrer que nous sommes prêts à diriger la France. » Ce qu'elle ignorait en revanche, c'est qu'au même moment, Lecornu menait des discussions secrètes avec plusieurs personnalités politiques. Peut-être sa démission n'était-elle pas aussi définitive qu'il y paraissait. Le lendemain matin, le 16 mars, c'est confiante que Marine Le Pen se réveillait. Une journée chargée l'attendait petit déjeuner avec la presse réunion, avec les députés RN, puis grand meeting à Marseille pour lancer la reconquête de la France. Vers 10 heures, c'est au micro de RTL, lors d'une interview qu'elle enfonçait le clou. Que même les hommes les plus compétents ne puissent rien faire avec Macron, la démission de Lecornu le prouve. Le moment est venu de tourner la page de ce quinquennat catastrophique. L'animateur voulait savoir si elle était prête à gouverner. « Bien sûr », répondait-elle pleine d'assurance. « Les équipes, nous les avons, le programme, nous l'avons, la légitimité, nous l'avons aussi. Les Français n'attendent que nous. » Et c'est précisément là que son téléphone se mit à vibrer. « Allume BFM, c'est urgent ». Le message venait de Jordan Bardella. Dans le studio de RTL, Marine Le Pen pria son attaché de presse de mettre la télévision en marche. Ce qui s'afficha alors à l'écran la pétrifia d'horreur. Ce qui s'était joué en ces 24 heures cruciales était digne d'un thriller politique. À peine sa démission annoncée, Lecornu avait été submergé par des centaines d'appels, celui de Macron bien sûr, mais aussi ceux de toute la société française, patrons syndicalistes intellectuels, artistes, sportifs. « Ne partez pas », le suppliait le leader de la CFDT. « Vous êtes le seul à maintenir le dialogue social. La France a besoin de vous », renchérissait le patron du MEDEF. Et même du côté de l'opposition modérée, on plaidait sa cause. « Votre départ profiterait aux extrêmes », lui glissait François Bayrou. Puis le bandeau d'information en continu était tombé, Sébastien Lecornu de retour à Matignon. Le Premier ministre retire sa démission. « C'est impossible », balbutia-t-elle, perdant momentanément sa contenance à l'antenne. L'animateur surpris, lui aussi, cherchait à comprendre « Madame Le Pen, que pensez-vous de cette information ?» Car Lecornu était bel et bien de retour plus fort que jamais, ayant prouvé à tous qu'il était irremplaçable.
L'élément déclencheur, celui qui avait vraiment fait basculer Lecornu, un coup de téléphone. Et pas n'importe lequel, celui de sa propre fille, étudiante en sciences politiques. « Papa, tu ne peux pas laisser Marine Le Pen gagner à cause de ton orgueil. » Une seule phrase et il avait été touché en plein cœur. Car Lecornu finissait par le comprendre, même motivé par des raisons personnelles parfaitement légitimes, sa démission risquait d'avoir des conséquences dramatiques pour la démocratie française. Et pendant ce temps, ces 24 heures, sans Premier ministre, avaient mis à nu toute l'ampleur du chaos qui menaçait. Les marchés financiers s'étaient effondrés, l'euro avait chuté. Et surtout, Marine Le Pen avait montré son vrai visage prêt à surfer sur la crise pour s'emparer du pouvoir. « Je ne peux pas être responsable de ça. » Voilà ce que Lecornu s'était dit en regardant Marine Le Pen triompher sur tous les plateaux télé. Pendant ce temps, ce n'est pas en président autoritaire que Macron avait passé la nuit à tenter de le convaincre, mais en homme brisé prêt à reconnaître ses erreurs. À 3 heures du matin, lors d'un appel, l'aveu était tombé. « Sébastien, j'ai été stupide sur les retraites. Vous aviez raison, j'aurais dû vous écouter. Donnez-moi une dernière chance de réparer mes erreurs. » Jamais dans les rapports entre les deux hommes, le président n'avait montré une telle humilité, et c'est précisément ce qui avait ébranlé Lecornu. Pour la première fois, Macron acceptait de reconnaître ses torts et de lui accorder une vraie autorité gouvernementale. Lecornu avait alors posé ses conditions. « Si je reviens, c'est moi qui décide de la politique économique et sociale. Vous vous contentez du régalien et de l'international. » La réponse de Macron avait été immédiate, accordée, tant il était désormais prêt à tout pour sauver son quinquennat. Et voilà comment, à 18h30 précise, soit exactement 24 heures après l'avoir présenté, Lecornu a posé sa signature au bas d'une lettre annulant sa propre démission avant de regagner Matignon pour y reprendre ses fonctions. Pour Marine Le Pen, le coup fut dévastateur. L'occasion de sa vie venait de lui filer entre les doigts. Pire encore, elle se retrouvait dans la peau de celle qui avait trop tôt savouré un chaos qui, au final, n'était jamais survenu. En privé, elle enrageait. C'était un coup monté. Cette mascarade Lecornu et Macron l'ont orchestré pour nous tourner en ridicule. Seulement voilà cette théorie du complot, personne n'y prêtait foi. Trop visible, trop authentique avait été la détresse de Macron au fil de ces 24 heures. Quant au retour de Lecornu, l'explication tenait en peu de mots le sens des responsabilités d'un homme d'État dressé face à la menace extrémiste. Ce soir-là, sur tous les plateaux télé, Marine Le Pen montait au front pour limiter les dégâts. Son message, le retour de Lecornu ne change rien au fond du problème. Macron reste un président faible et incapable, sauf que son argumentaire sonnait creux. Parce qu'en seulement 24 heures, elle avait dégringolé de future présidente, la voilà ravalée au rang de politicienne, ayant vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Et le lendemain, les sondages venaient confirmer le naufrage. 4 points perdus pour le Rassemblement national, tous les gains de la veille effacés, d'un coup et même bien davantage. La raison, les Français avaient vu Marine Le Pen se réjouir de la crise et ça ne leur avait pas plu. Elle a montré son vrai visage, tranchait un sondeur, celui d'une politicienne prête à profiter du malheur du pays pour accéder au pouvoir. Le retour de Lecornu, lui, c'était une toute autre histoire. On y voyait un geste de patriotisme, une preuve de maturité politique, et sa cote de popularité, elle explosait. 70% d'opinion favorable, du jamais vu pour un Premier ministre. Lecornu incarne la responsabilité face au populisme, analysait un éditorialiste du Monde. Son retour sauve la démocratie française. Les jours suivants, Marine Le Pen a bien tenté de se refaire en attaquant sur d'autres terrains, mais trop tard, le mal était déjà fait. Ce qui devait être son heure de gloire s'était transformé en humiliation politique pure et simple. Elle a cru que c'était gagné, ironisait jusqu'à ses propres alliés européens. En privé, Matteo Salvini le lui glissait sans détour. Marine ne crie jamais victoire avant la fin du match. Et 3 semaines plus tard, le verdict tombait dans un sondage présidentiel pendant que Le Pen stagnait. Lecornu lui s'imposait désormais comme un candidat crédible pour 2027. Paradoxe total, ces 24 heures de démission avaient fini par renforcer sa stature d'homme d'État indispensable. « J'ai appris une leçon », confiait-il à ses proches. «
Parfois, il faut savoir partir pour mieux revenir. Et surtout, ne jamais sous-estimer l'instinct de survie démocratique des Français. Quant à Marine Le Pen, la leçon qu'elle venait de retenir était autrement plus amère. En politique, tant qu'une chose n'est pas officielle, elle n'est jamais acquise, et se réjouir trop vite du malheur d'autrui, c'est s'exposer à voir ce plaisir vous revenir en pleine figure. En l'espace des 24 heures les plus courtes de toute l'histoire politique française, toutes les cartes venaient d'être rebattues. Résultat Lecornu plus incontournable que jamais, Macron rattrapé par une bonne dose d'humilité, et Marine Le Pen confrontée à cette vérité brutale, l'arrogance en politique se solde parfois par une facture salée. Voilà une séquence promise aux annales, l'illustration parfaite de l'erreur à ne surtout jamais commettre crier victoire avant même que la victoire soit là. Et c'est à ses dépens que Marine Le Pen l'aura compris face à un Lecornu qui décidément manie l'art du timing politique comme personne. Mais croyez-moi, l'histoire était loin d'être terminée. Ces 24 heures dramatiques allaient laisser des traces pendant des mois dans toute la politique française. Et la première à vouloir solder les comptes, c'était Marine Le Pen. Humiliée par ce retournement spectaculaire, elle était bien décidée à prendre sa revanche et par tous les moyens. Le retour de Lecornu à peine acté dès le lendemain, elle convoquait déjà une réunion d'urgence au siège du Rassemblement national. Et là, devant ses lieutenants, le ton était donné. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça », martelait-elle. Lecornu nous a ridiculisés, mais nous allons montrer que son retour ne changera rien au problème. En face, Jordan Bardella lui était encore sous le choc. Et il tentait de calmer le jeu. « Marine, peut-être que nous avons été trop vite en besogne. L'important, c'est de rester crédible. » Mauvaise idée. Le mot a fait exploser Le Pen. Crédible. Nous étions crédibles hier soir quand tout le monde nous voyait déjà gouverner. C'est Lecornu qui n'est pas crédible avec ses allers-retours de Premier ministre. En 24 heures à peine, ce qui n'était qu'extase à l'annonce de la victoire s'était mué en l'humiliation cinglante de la défaite. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que les réseaux sociaux s'acharnaient sur elle. On la qualifiait de hyène politique de vautour guettant le malheur de la France. À ses conseillers, elle ne cessait de répéter dépitée « c'est injuste ». On joue notre rôle, point. C'est ça l'opposition. Lecornu s'en va. Eh bien, on a parfaitement le droit de le critiquer. Sauf que dans le pays, le message passait très mal. 3 jours seulement après la scène, un sondage Harris Interactive venait poser un chiffre brutal sur la table pour 67% des Français. La joie qu'avait laissé éclater Marine Le Pen au moment de la démission de Lecornu était tout simplement indécente. Et l'analyse du sondeur tombait comme un couperet se frotter les mains quand le pays trébuche, ça les Français ne le pardonnent pas. Le reproche était clair, elle avait donné le sentiment de faire passer son petit calcul avant l'intérêt de la nation. Désormais, cette image-là lui collait à la peau. Ces communicants avaient beau multiplier les opérations de réparation, hôpitaux, agriculteurs, galas caritatifs, défilés de bonnes intentions, rien ne prenait. Et en interne, le verdict était amer, un cadre du RN lâchait, qu'elle avait perdu ce qui faisait sa force, cette crédibilité d'alternative qu'on pouvait prendre au sérieux. Parce qu'au fond, ce que les gens ont retenu, c'est une chose et une seule, se sourire à l'instant où Lecornu quittait la scène. Et pendant que la tempête politique faisait rage, une chose devenait évidente, Lecornu, lui, ne faisait que renforcer sa position. Son retour à Matignon-Beaucoup y voyait un véritable geste de patriotisme, et ce geste lui valait soudain un respect qui dépassait toutes les frontières partisanes. Jusqu'à la gauche, oui, jusqu'à ses adversaires les plus farouches, certains finissaient par saluer ses qualités. Prenez François Ruffin, d'ordinaire l'un des plus virulents critiques du gouvernement. Lecornu a montré qu'il était un homme d'État, il a su dépasser ses considérations personnelles pour servir l'intérêt général. Quand un opposant de ce calibre vous félicite, croyez-moi, ça change tout. Et pour Marine Le Pen, c'était le coup de trop. Réfléchissez 2 secondes, comment voulez-vous attaquer un Premier ministre que même l'extrême gauche respecte désormais tous ses angles d'attaque habituels, s'effondrer face à un adversaire nimbé d'une légitimité toute neuve. Dans les coulisses, un stratège du RN lâchait d'ailleurs dépité. C'est un coup de génie politique. En démissionnant puis en revenant, il s'est transformé en héros national. On ne peut plus l'attaquer frontalement. Dans l'entourage de Marine Le Pen, on cherchait désespérément la parade. Attaquer Macron plutôt que Lecornu. Certains le suggéraient.
Tout changer de stratégie pour se recentrer sur les sujets régaliens, d'autres le proposaient. Il faut qu'on trouve un angle d'attaque, sinon nous allons être marginalisés. Insistait Louis Alliot, maire de Perpignan et compagnon de Marine. Elle pourtant restait obsédée par une seule personne, Lecornu. C'est lui l'obstacle principal. Tant qu'il sera là, nous ne pourrons pas percer, répétait-elle. Et cette fixation sur le Premier ministre finissait par inquiéter ses propres troupes. Marine devient paranoïaque. Elle voit Lecornu partout, elle ne parle plus que de lui, confiait un député RN à un journaliste. Marine Le Pen, en réalité, enchaînait les attaques personnelles visant le Premier ministre cherchant la faille par laquelle elle pourrait reprendre l'initiative. Ses décisions, ses voyages, ses prises de position, tout y passait, et parfois de façon contradictoire. Dans cette guerre personnelle, elle s'épuise, fit remarquer un politologue. Plutôt que d'offrir une alternative, elle se borne à dénigrer Lecornu. Or, cette stratégie tournait au contre-productif, car plus les attaques pleuvaient sur Lecornu, plus ce dernier prenait les traits d'une victime du sectarisme politique. Ces sondages, eux, poursuivaient leur ascension, là où ceux du RN faisaient du surplace. Son instinct politique Marine l'a perdu, s'alarmait Gilberte Collard, alliée d'hier devenue critique. Ce qu'elle ne saisit pas, c'est que ces attaques ne font que renforcer Lecornu. 3 semaines après l'épisode de la démission, c'est en Normandie que la situation devint encore plus embarrassante pour Marine Le Pen. Là-bas, un journaliste local l'interrogea sur ses déclarations de joie, et c'est maladroitement qu'elle tenta de se justifier. « J'étais contente que les masques tombent », déclara-t-elle avant d'ajouter « Lecornu avait montré que Macron était ingouvernable. » Le journaliste, lui, ne lâcha pas. « Mais vous avez dit « enfin » quand vous avez appris sa démission. » Piteusement, elle se défendit. « J'ai dit « enfin » parce que je pensais que les Français allaient enfin comprendre. » Sur les réseaux sociaux, cette explication laborieuse fut largement moquée. Pour railler ces tentatives de justification a posteriori, les internautes créèrent même le hashtag Enfin Marine. Un chroniqueur politique de son côté constatait « Elle s'enfonce. Plus elle explique, moins c'est crédible. » Pendant que Marine Le Pen s'agitait, que faisait Lecornu? Eh bien rien. Ou plutôt, il faisait exactement ce qu'il fallait se taire avec élégance. Là où on attendait une riposte, une pique, n'importe quoi, l'homme restait d'un calme déconcertant. Quand les journalistes lui tendèrent le micro pour qu'il réagisse aux attaques sur sa démission, il esquivait. « L'opposition parle très bien. Moi, je ne commente pas. » lâchait-il presque détaché. Et il ajoutait cette phrase qui tombait juste « Mon rôle, ce n'est pas de répliquer, c'est de gouverner. Pour tous les Français. » Vous voyez le contraste. D'un côté, l'acharnement. De l'autre, le silence maîtrisé. Et plus Le Pen s'épuisait à attaquer, plus Lecornu lui gagnait des points sans rien faire. Un éditorialiste a tout résumé en une formule qui fait mouche. Lui, il a la classe. Elle a la hargne. C'est lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale que la frustration de Marine Le Pen atteignit son paroxysme. Alors que Lecornu présentait le projet de loi de finances, elle se lança dans une attaque frontale dénonçant la comédie de sa démission. « Vous nous avez fait une belle mise en scène avec votre démission bidon, monsieur le Premier ministre », attaqua-t-elle. Était-ce pour faire du chantage au président? Imperturbable, Lecornu répliqua « Votre amertume, madame Le Pen, je la comprends. Une crise, vous pensiez pouvoir en profiter et vous voilà déçue. Mais la France, heureusement, a d'autres priorités que vos calculs politiques. Mouche touchée. » Les applaudissements éclatèrent dans l'hémicycle jusque sur certains bancs de l'opposition modérée. Rouge de colère, Marine Le Pen demeura sans réponse. Comme le commenta un député LR, elle s'est fait atomiser. Avec élégance, Lecornu l'a remise à sa place. Reprise en boucle par les chaînes d'infos, cette séquence porta le coup de grâce à l'image de Marine Le Pen. Désormais, le public ne voyait plus qu'une politicienne rongée par l'amertume, incapable de digérer la défaite. Et les sondages suivants ne firent qu'élargir le fossé. Du jamais vu pour un chef de gouvernement en exercice, Lecornu culminait à 74% d'opinion favorable. À l'inverse, Marine Le Pen dégringolait à 32%, un plancher qu'elle n'avait plus touché depuis 2010. En réunion interne, Jordan Bardella ne cachait pas son désarroi. C'est une catastrophe. Tout notre dispositif anti-Lecornu tourne à vide.
Il faut revoir la méthode de fond en comble. Marine Le Pen pourtant refusait de céder. Le cornu tombera tôt ou tard. Une crise de plus et il s'effondre. Il n'y a qu'à patienter. Au sein du parti, cette obstination commençait à semer le trouble. Marine est devenue obsessionnelle, elle ne voit plus la réalité. Lâchait un cadre historique visiblement inquiet. Or, cette réalité justement tenait, en une phrase, Le Cornu venait de réussir un véritable coup de maître. Démissionner pour mieux revenir, c'était d'un seul geste humilier Marine Le Pen et prouver qu'on ne pouvait plus se passer de lui. L'homme providentiel, celui que les Français réclamaient, c'était désormais lui. Tout ce que Marine Le Pen n'incarne pas, Le Cornu l'incarne. Résumé un sociologue du politique. Le sens des responsabilités là où elle ne montre que de l'opportunisme, la mesure quand elle verse dans l'extrémisme, l'unité enfin face à sa division. Un semestre s'était écoulé depuis l'épisode de la démission et la transformation du paysage politique français était totale. En tête des sondages de popularité, Le Cornu s'imposait désormais comme le favori naturel en vue de 2027. À l'inverse, Marine Le Pen s'efforçait péniblement de reconstruire son image. C'est en petit comité qu'elle finit par le concéder. « J'ai sous-estimé Le Cornu. Il m'a joué un tour de maître. » Marquant la fin d'une époque, cet aveu tardif venait reconnaître la supériorité tactique de son adversaire. Après des années d'attente, elle avait cru tenir sa revanche et découvrait amèrement que la politique se révélait un art bien plus subtil qu'elle ne l'avait imaginé. En politique, l'arrogance se paie toujours et elle l'a appris à ses dépens, concluait un historien spécialiste de l'extrême droite. Le Cornu lui a donné une leçon magistrale de patience et de timing. Pendant longtemps, ces 24 heures resteraient gravées dans les mémoires l'exemple parfait d'un retournement politique spectaculaire. Ce n'était pas une simple bataille que Marine Le Pen avait perdue. Là, c'était bien plus que ça, c'était sa crédibilité même d'alternative gouvernementale qui s'était envolée. Le Cornu, à l'inverse, en sortait grandi et le moindre doute s'effaçait. Il était désormais l'homme fort de la politique française. Au-delà de toutes ses espérances, son pari audacieux avait payé et voilà Marine Le Pen reléguée au rang de simple faire-valoir de son succès. Quant à la morale de cette histoire, elle était limpide en politique, jamais on ne doit vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est à ses dépens que Marine Le Pen venait de l'apprendre face à un Le Cornu qui, mieux que quiconque, maîtrisait l'art du coup politique. Les répercussions, elles ne s'étaient toujours pas dissipées un an après cet épisode, désormais gravé dans la légende politique française. Cette superbe qu'elle affichait avant l'humiliation Marine Le Pen ne l'avait jamais véritablement retrouvée. Si lors de ces meetings, elle prenait grand soin de ne jamais évoquer cette période, c'était sans compter sur les journalistes qui ne manquaient jamais, eux, de lui remettre sous le nez ses déclarations prématurées. Son talon d'Achille, c'est devenu ça, analysait un spécialiste de l'extrême droite. Qu'elle s'en prenne au gouvernement et aussitôt on lui ressort ces fameuses 24 heures de joie mal placées. Dans les universités de sciences politiques et tout particulièrement à Sciences Po Paris, l'épisode s'était même transformé en véritable cas d'école. À l'erreur stratégique Marine Le Pen, mars 2026, le professeur Pascal Perrineau consacrait désormais un cours entier. Devant ses étudiants, il expliquait comment l'impatience politique peut détruire des années de construction. Cet épisode l'illustre parfaitement. Une décennie, voilà ce que Marine Le Pen avait passé à se normaliser, à gommer son image extrémiste. Et en 24 heures, elle a tout perdu. Frénétiquement, les étudiants prenaient des notes. Au même titre que l'affaire du Watergate, cette séquence était déjà devenue un classique des manuels de stratégie politique. L'affaire Le Cornu-Le Pen illustre à quel point le timing pèse lourd en politique, enchaînait le professeur. Là où d'autres se seraient effondrés, Le Cornu a converti une fragilité passagère en avantage qui s'est inscrit dans la durée. On touche ici au grand art de la manœuvre politique. Cette séquence, on la décortiquait aussi dans les écoles de journalisme, mais cette fois par le prisme du traitement médiatique. Le rôle des chaînes d'information a été déterminant, décryptait une enseignante d'une école de commerce lilloise. À force de repasser en boucle les images d'une Le Pen radieuse, puis celle de son visage figé par la stupeur, elles ont fabriqué une narration visuelle absolument frappante. Au-delà de l'affrontement politique, c'est un véritable drame personnel qui s'était joué en direct
Et cette dimension humaine de l'épisode avait profondément marqué les esprits. Pour les journalistes politiques, ces 24 heures resteraient un moment exceptionnel de leur carrière. J'ai rarement vu un retournement aussi spectaculaire, confiait Apolline de Malherbe, qui avait interviewé Marine Le Pen le matin même du retour de Lecornu. Son visage, quand elle a appris la nouvelle en direct, c'était du grand spectacle politique, mais aussi quelque chose de très humain. On voyait une femme qui réalisait que son rêve s'effondrait. Avant l'effondrement brutal, il y avait eu le sommet Marine Le Pen avait goûté à l'espoir le plus haut. En 24 heures, elle a traversé toutes les émotions d'une campagne présidentielle. Résumé un biographe politique. D'abord l'euphorie, l'espoir, la confiance, puis d'un coup la stupeur, la colère et pour finir l'amertume. Si l'épisode a laissé une trace aussi durable, c'est sans doute à cause de cette charge émotionnelle. Car les Français l'avaient vu dans tous ses états derrière l'image publique habituelle, se dessiner soudain une personnalité bien plus complexe. Le paradoxe, c'est que cet épisode l'a rendue plus humaine, observait une sociologue, mais pas de la bonne manière. Ce qui est ressorti, c'est une femme calculatrice capable de se réjouir du malheur d'autrui. Cette séquence, l'entourage de Marine Le Pen avait eu du mal à la digérer. Estimant que sa réaction avait été indigne d'une future présidente, certains conseillers étaient même allés jusqu'à quitter son équipe. Elle a montré qu'elle n'avait pas l'étoffe présidentielle, confiait un ancien cadre du RN. Les crises, un vrai chef d'État ne s'en réjouit pas, il les résout. Au sein de son propre parti, cette critique venue de l'intérieur avait fragilisé Marine Le Pen. Quant à Jordan Bardella, son dauphin présumé, il avait pris ses distances et se montrait désormais plus mesuré dans ses déclarations publiques. La leçon, Jordan l'a comprise, observait un proche du parti. Les erreurs de Marine, il ne les commet pas. Même lorsque l'actualité pourrait lui donner raison, il reste dans la retenue. 1 an plus tard, Sébastien Lecornu s'était imposé comme l'homme politique le plus respecté de France, toutes tendances confondues. Son coup de maître avait consolidé sa position comme jamais auparavant. Mais l'onde de choc de l'épisode Le Pen-Lecornu ne s'arrêtait pas là. Indirectement, elle avait précipité une mutation générationnelle au cœur du RN, où la nouvelle garde, tirant les leçons des erreurs de l'ancienne, s'appropriait désormais un style bien plus présidentiel. Au fond, l'humiliation de Marine profite au parti, décryptait un politologue spécialiste de l'extrême droite. Elle le contraint à mûrir, à se doter de codes plus institutionnels. Même Jean-Luc Mélenchon, opposant pourtant farouche au gouvernement, finissait par le reconnaître, Lecornu a gagné en stature. Il a montré qu'il savait prendre des décisions difficiles pour l'intérêt général. Venant de la gauche radicale, un tel aveu en disait long. C'est que Lecornu était parvenu à transcender les clivages partisans jusqu'à devenir cette figure consensuelle si rare dans le paysage politique français. François Bayrou lui posait le mot « Il incarne une certaine idée de l'homme d'État, au-dessus des partis soucieux de l'intérêt national, et c'est précisément ce que cherchent les Français. » Cette popularité hors norme, les sondages ne cessèrent de la confirmer. Dans tous les scénarios électoraux pour 2027, c'était Lecornu qui s'imposait, creusant un écart considérable avec l'ensemble de ses rivaux possibles, Marine Le Pen comprise elle, dont la courbe restait figée. Du côté de l'opposition, un stratège le reconnaissait sans détour, son avance paraît impossible à combler. Ce qui s'est joué en mars 2026 a fait de lui l'homme providentiel. Une aura présidentielle telle qu'elle finissait par troubler jusque dans les rangs macronistes. Macron se retrouve totalement éclipsé par Lecornu, s'alarmait un élu Renaissance avant d'ajouter « Le voilà désormais plus populaire que le chef de l'État lui-même ». Ce que peu d'hommes politiques parviennent à faire Lecornu y est pourtant arrivé, car les sondages révélaient un écart de plus en plus marqué entre les deux hommes. Pendant que Macron stagnait autour de 35% d'opinion favorable, Lecornu lui culminait à 76%. Résultat 41 points, séparait le président de son premier ministre du jamais vu sous la Ve République. C'est ainsi que l'historien Michel Winocq résumait la situation, transformer une crise personnelle en triomphe politique durable. Et ce qui rendait cette transformation si remarquable, c'était sa rapidité. Tout s'était joué en seulement 24 heures. Un timing parfait qui avait mis au jour le génie politique de Lecornu. D'ailleurs, l'un de ses proches conseillers l'expliquait sans détour.
Il a compris intuitivement que sa démission ferait réagir. Ce qu'il n'avait pas prévu, en revanche, c'était l'ampleur de la mobilisation en sa faveur. Or, cette mobilisation spontanée venue de toute la société civile avait tout changé. Syndicalistes, patrons, intellectuels, artistes, tous sans exception avaient appelé Lécornu à revenir. Une unanimité rare, et c'est elle qui avait légitimé son retour. Un éditorialiste le résumait d'une formule « C'était un plébiscite en faveur de Lécornu ». La France entière lui demandait de rester. Comment refuser un tel appel? Impuissante. Voilà l'état dans lequel se trouvait Marine Le Pen face à cette mobilisation. En l'espace de 24 heures seulement, c'est tout un pays qu'elle avait vu se rassembler, et autour de qui? De son principal adversaire politique. Un journaliste qui l'avait suivi durant cette période en témoignait. C'était son cauchemar absolu. Voir la France s'unir derrière Lécornu alors qu'elle-même depuis des années ne faisait que diviser. Et c'est sans doute cette unité nationale rassemblée autour de Lécornu qui avait le plus marqué les esprits. Car dans une France fracturée et polarisée, il était parvenu à faire naître un consensus rare. L'académicien Alain Finkielkraut le formulait ainsi en philosophe: Lécornu représente ce que la France a de meilleur, le sens du devoir, l'amour du pays, le dépassement des clivages. L'élection présidentielle de 2027 se rapprochait et 2 ans seulement s'étaient écoulés depuis l'épisode. Voilà que Lécornu s'imposait comme le favori naturel. Réforme réussie, crise maîtrisée avec maestria, popularité. Jamais démenti, son parcours depuis ce fameux démission-retour avait tout de l'exemplarité. Il a tous les atouts pour gagner. L'aveu venait de Marine Le Pen elle-même dans un rare moment de lucidité, et elle allait plus loin. Mon erreur de mars 2026 lui a offert la présidence sur un plateau. Reconnaître si tard la supériorité de son adversaire, c'était acter en somme la fin d'un cycle. Ces 24 heures de mars 2026, l'histoire les retiendrait comme un véritable moment charnière de la politique française, un épisode où l'impatience avait tué l'ambition, où la sagesse avait triomphé de l'opportunisme. Car Marine Le Pen acceptait enfin une vérité difficile. Sa réaction prématurée avait changé le cours de l'histoire politique française. Elle a compris qu'elle avait gâché sa dernière